Aurélien et Patrice, évidemment, vous êtes penchés sur cette belle année 1985, l'année de la remontée. Et oui, c'était il y a 40 ans déjà, la remontée du gym, du coup, après 3 saisons en deuxième division, les 3 premières d'ailleurs de son histoire. Alors pour reprendre un peu le fil jusqu'à cette montée, il faut d'abord revenir en 81-82, donc la saison où les Aiglons seront relégués en D1. Il faut reprendre tranquillement le fil, histoire de dérouler. La genèse. À la genèse, exactement. Donc cette année-là, on va avoir la photo. Les Aiglons sont relégués de D1 avec Montpellier et Valenciennes en terminant 19e. Il y avait du meuble en sponsor. Il y avait du beau monde quand même avec le sponsor déjà. Évidemment notable, Carlos Courbello, Patrick Bruzicchesi, pardon. Il y avait même le jeune Daniel Bravo aussi sur le rang d'en bas, 3e en partant de la gauche. Donc quel souvenir tu as toi Patrice de cette équipe-là qui descend Bravo venait d'être vendu à Monaco, c'est ce qui nous a permis de faire un recrutement plutôt sympa. On sort de cette année de disette, puisqu'après la finale de Nancy, Nice se traîne en D1 puis finit par descendre. Et donc on a, quand on est adolescent au début des années 80 à Nice, on n'a rien à se mettre sous la dent. Les grands-parents ont connu la décennie 50 avec tous les titres, les parents ont connu les millionnaires de la côte. Toi, t'as rien connu. Et tu sais que l'année d'après, Tapi va acheter Marseille et en 86, toute la France va devenir bleue et blanche. Et heureusement, on a 85 où on se fait une grosse équipe et c'est là qu'une grande partie de la jeunesse niçoise prend conscience qu'on a un club et qu'il y a des choses à faire. Surtout qu'après, on va faire de belles saisons en D1 après cette montée-là. Justement, en 85, l'entraîneur, c'est Jean Séraphin et c'est à l'époque le président Mario Innocentini, pardon, ouais. Qui, on le voit ici juste là, qui vendait de la volaille à l'époque. Exactement. Qui va chercher. Et avec Jean Chaussier sur la photo. Exactement, qui répond aux questions de Jean Chaussier. Journaliste de Nice Matin. On mettra à l'honneur. Tiens, bientôt, on vous en parlera. Ouais. C'est lui du coup qui va chercher Séraphin, qui va être Patrice du coup un entraîneur marquant de l'époque puisque c'est lui qui va faire remonter le club, d'abord le stabiliser en D2 et puis ensuite remonter. Ouais, un besogneux qui vient de Lens, qui descend avec une petite cohorte une filière ch'ti, Michel Joly, Dominique Lefebvre, Pascal Françoise, et donc qui fait une équipe qui a pour ambition de monter. Donc avec aussi des anciennes gloires, c'était très à la mode chez nous de prendre des gloires de 30 ans. Albert Guemrich, Mustapha Daleb, le magicien du Parc des Princes, Gilbert Marguerite. Un peu fantasque, mais qui avait quand même beaucoup scoré en D1. Et donc, on a un effectif qui doit jouer la montée cette année-là, avec Dédé Amitrano, Loukat est dans les cages, Super 5, tu l'as dit, Carlos Curbelo, qui lui avait appris à Platini à tirer les coups francs. Donc, on a un très gros effectif. Par contre, à l'époque, tu as 2 groupes de D2, on est dans le groupe B, et on a en face de nous Saint-Étienne, Lyon, Montpellier, Nîmes et Cannes, et il n'y a qu'une montée directe, donc pour monter, c'est très très chaud. C'est ça. Et du coup, cette année-là, tu l'as dit, Mustapha Daleb rejoint le gym. Il y a aussi un joueur qui va arriver et qui va changer du coup totalement la trajectoire du club. C'est évidemment El Potro, le poulain, le natif de Buenos Aires qui va en devenir justement en 2 saisons seulement une légende du gym. Bien évidemment, c'est Jorge Dominguez qu'on voit là qui serre la main à Jean Séraphin à gauche, Jorge Dominguez à droite. Meilleur buteur de D2. L'année de la montée en 84-85 avec 28 pions inscrits quand même par l'Argentin. Ça fait longtemps qu'un joueur n'a pas inscrit 28 buts, un attaquant a inscrit 28 buts. Mario Balotelli. Balotelli, c'est ce que j'allais te dire. Ouais. C'est l'un des seuls sur ces 40 dernières années. Là, c'est 28 en championnat. En championnat. Meilleur buteur de... Parce que Balotelli, c'était tout con. Et donc, on avait eu déjà des joueurs fantasques. On a là l'avant-centre de Boca Juniors international argentin qui passe de la Bombonera au Rail et qui vient en D2 à Nice. Et là, tu te dis, c'est un homonyme, ils se sont trompés, mon grand-père dit Kuazake. Voilà, on n'y croit pas. Et en plus, dès qu'il arrive sur le tarmac de l'aéroport, si je marque pas 20 buts cette année, je ne m'appelle plus Dominguez. Et là, tu te dis, arrête. Et en fait, ça va devenir, mais on a du mal à imaginer à quel point c'est devenu une idole. À l'entraînement, on avait le maillot RMC, on montait sur le grillage le mercredi soir au Creux de Cagnes, on faisait comme lui quand il marquait. Enfin, et donc, quand
Quand il est arrivé, le speaker numéro 9, il restait 5 ou 6 secondes sans parler. Jorge Dominguez. Et là, tout le monde se mettait à crier. Moi, j'ai un copain il fait sa carte grise à la préfecture. Et il y a Dominguez qui attend. Et le mec, il est là, numéro 231. Il voit. Numéro 232, George. Et là, toute la préfecture. Et donc, c'était un personnage. C'était les moyens financiers du président Innocentini qui permettent d'attirer un tel joueur. Tu avais encore les subventions municipales, et même si on dit toujours que Giacomo avait tout arrêté après 78, il met des sous. J'ai relu justement les archives de Nice Matin, et Innocentini remercie la municipalité qui y met des sous, plus la vente de Daniel Bravo, qui était à l'époque le plus gros transfert de l'OGC Nice, qui nous permet donc de faire venir un serial buteur qui est... Il est transféré combien ? Je peux pas le dire, je sais que les primes étaient ridicules parce qu'ils ont pris entre 5 000 francs et 50 000 francs pour la prime de montée, ce qui est complètement ridicule aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, Raphaël Santos, qui était un agent à l'époque très branché sur la Côte d'Azur, un Argentin, nous le fait venir dans ses bagages, et là on a eu la super pioche. Il était coriace, un super jeu de tête, un battant, une espèce de Cavani, quoi. La chevelure noire et tout de l'Argentin. Enfin, vraiment le cliché parfait. C'était vraiment le joueur qu'il fallait à Nice pour éviter l'enfer des barrages. Parce qu'après une saison maîtrisée, les Niçois ils sont leaders à 5 journées de la fin. À ce moment-là, du coup, les démons un peu niçois habituels ressurgissent. Évidemment, c'est le gym. Et Lyon vient s'imposer au Stade du Ré, alors que Nice a été invaincu pendant 3 ans à domicile. C'est à ce moment-là que Saint-Etienne du coup repasse devant dans la poule B de D2. C'était un moment assez compliqué. Au final, l'histoire ne se répète pas parce que les Niçois vont s'imposer sur les journées qui suivent. 6-0 contre Thonon. Dans le même temps, Saint-Etienne perd contre Montpellier. Et les Niçois ont un match décisif à jouer à Grenoble. Ils gagneront 3-2. Du coup, ce match décisif, on voit Jorge Dominguez qui marque le second but niçois de la rencontre. Élégance, même jusque avec un maillot bleu ciel Lee Cooper. Bleu ciel. Ouais. Incroyable. À Grenoble en plus. T'as les mêmes cuisses, Mika. Oui. C'est ça. La même chevelure. Il y a eu un retour d'engouement en fait du public sur cette saison-là, vraiment. Ah ben ouais, carrément. C'est la création de la BSN. Exactement. Donc, en fait, on parle simplement les anciens disaient les foiles de la tribune sud et tout, mais en fait, à partir de là, la jeunesse niçoise prend vraiment conscience qu'il y a un club. Et le déplacement à Grenoble, c'est une des premières grosses transhumances de supporters niçois. Donc, l'excellent Julien Jarry dit qu'on aurait pu remplir 40 quarts. En fait, il y en aura 8, dont un quart de Cannes et un quart qui part de Draguignan. Donc, vraiment, il y a un gros engouement et plein de voitures. Et en fait, là-haut, ils sont 3 000 et ils envahissent le terrain avant et après le match. À l'extérieur. Avant déjà. Ouais. Avec des drapeaux géants, ils ont les cannes pour planter les tomates. À l'époque, t'avais le droit, des bâtons et tout, les drapeaux géants. C'est vraiment une autre époque. Ah ouais, t'as le Gilles Chevalier qui est le commentateur de Radio B des Anges, qui mettait la chanson de Dédé Truc qui au GC Nice et qui criait goal quand on marquait, qui est dans les tribunes et qui boit du champagne, la bouteille en verre et les verres avec les supporters à 6h pendant l'échauffement, quoi. C'est hallucinant. Et au retour, la place Masséna est prise d'assaut, l'aéroport est envahi par 3000 supporters, ça rentre sur le tarmac et on a même des supporters sur la tour de contrôle avec les drapeaux de l'OGC. Bon, on est avant Vigipirate. Aujourd'hui, il sera en prison, les mecs. Et donc, le lendemain, le comité des fêtes, la mairie affrète un char du carnaval et toute la ville sera bloquée jusqu'au rail. Et là, on a des dizaines de milliers de Niçois qui vont fêter leur champion. Et ça a été plus important la fête qu'après la victoire de Coupe de France. Et ça a plus apporté même que le barrage de Strasbourg, parce qu'après Strasbourg tu redescends finalement. Alors que là tu vas faire quelques belles saisons en Ligue 1 et ça donnera naissance donc à cette brigade sud qui à l'époque est le 3e groupe ultra français avec les Boulogne Boys et les Ultras de Marseille. Et je le répète, Tapi va arriver et tous les départements autour de nous sont entre guillemets marseillais et peut-être que les choses auraient été autrement si on avait végété encore quelques années en D2. On a l'image justement de ce lendemain de fête après la victoire à Grenoble, le 3-2 avec ces milliers de supporters. Peut-être que certains qui nous regardent justement y étaient. J'allais au stade déjà, mais j'ai peu de souvenirs. J'avais 7 ans. C'est un Où est Charlie là.
J'ai le souvenir des joueurs, effectivement, Marguerite, Françoise, mon père m'en parlait, effectivement, beaucoup de ces joueurs-là, c'était un peu des joueurs fantasques, comme tu l'as dit. Ouais. Des joueurs qui... Nice, c'était la risée des... moi, j'ai connu les anciens qui allaient presque pour rire, quoi, de Nice. Et quand on perd contre Lyon, c'est pas Verraco. Voilà. Ils se voyaient pas perdre contre Lyon, qui jouait plus rien du tout, et c'est Bock et Zambel, des anciens niçois, qui nous font la misère chez nous, quoi. Et donc, Nice... Vraiment après 78 c'est l'équipe qu'on va voir les autres, hein, et on se serait transformé tout doucement en footix, hein, s'il n'y a pas ce 85 où tu te dis on est niçois, c'est pas rien, et ça a joué. Et puis il y a un côté revanchard puisque c'est l'ennemi héréditaire de l'époque, Saint-Étienne, et les anciens, nous c'était plus Marseille, les anciens c'était vraiment contre Saint-Étienne qui bloquait depuis le vol, on va dire, de Wurtz, et tu as le public, les arbitres et les journalistes, selon les Niçois, avec la petite parano niçoise aussi, qui sont contre nous. Et donc ça n'a pas changé, ça. T'avais le multiplex, les premiers multiplex s'appelaient Multifoot sur Jacques Vendroux, avec Jacques Vendroux sur France Inter. Mais à la télé, t'en avais un pour la dernière journée, gratuit, quoi, sur TF1. Et Thierry Roland choisit de montrer le match de Saint-Étienne qui était presque sans enjeu, au lieu de montrer Grenoble, le match du Sacre. Et à partir de là, il y a une grosse animosité. D'ailleurs, en 97, il va y avoir des insultes lors de la finale. Et Thierry Roland s'en explique dans le Roman des Aiglons, ma bible de l'époque, le livre de Roger Dries, et il fait une postface où il dit j'ai rien contre Nice, mais Saint-Étienne nous a fait rêver parce que pour le public moyen, le foot c'était les soirées vertes, quoi, de la Coupe d'Europe. C'est le club qui a fait la Coupe d'Europe. Ce qui est quand même courageux de répondre dans un livre des années après pourquoi il a fait ça, etc. Moi, je trouve ça bien. Et d'ailleurs, Patrice, comment tu expliques que l'OGC Nice n'a jamais pu capitaliser en dehors finalement de la région niçoise, de nombre de supporters, parce qu'on va à Monaco, il y a des supporters partout, Paris, Marseille, Saint-Étienne, Lens, qui est encore peut-être un peu ailleurs. Nice. Mon explication, c'est les années 70. D'après moi, si on avait pu compléter notre palmarès, qui est pas ridicule, mais au lieu d'être un bon club moyen, comme on l'est, on aurait été un grand club. Si on avait pu choper 2 titres et une Coupe de France dans les années 70, on arrivait vraiment dans les grands clubs, et plus une vraie épopée en Coupe d'Europe, parce qu'on élimine Barcelone et après on se fait sortir malheureusement. Voilà, il nous a manqué, je pense, des titres dans les années 70, c'est une petite épopée, pour être même respecté par les médias et les arbitres. Parce que c'est vrai que Nice, t'as beau être deuxième la moitié du championnat, ils parlent jamais de toi, quoi. C'est vrai. Et même par les autres clubs français aussi, du coup. De la même occasion, mais c'est vrai que en tout cas cette montée de 85 va être vraiment déterminante, puisque après le gym restera 6 ans en Division 1 avec une belle 8e place l'année suivante. Dominguez marquera 13 buts et d'ailleurs, pour la petite histoire, il va poser un lapin au club juste avant le début de la première journée, enfin du coup le début du championnat à Bordeaux. Nice perdra 1-0 et il pose un lapin à Séraphin, le coach encore. Philippe nous l'a raconté, je crois, ça. Parce que ses parents n'avaient pas reçu une indemnité sombre, une sombre histoire. D'argent comme d'habitude. Et il ne joue pas le premier match, mais ça n'empêchera pas d'être performant et de maintenir le Poser un lapin club à Bordeaux, ça me fait penser à la Bossette.